passage de la flamme olympique à Meisenthal demandait le programme. La communauté de communes du Pays de Bitche vient de le révéler, il y aura du lourd sur le site Verrier. Entre un flash mob géant réalisé par 1380 collégiens et lycéens, la présence du septuple champion du monde de football freestyle Gauthier Fayolle et une programmation artistique avec Calixte de Nigremont en maître de cérémonie. Le 27 juin s'annonce mémorable. Carton plein pour l'UFA Michel Roth de Sarreguemines. Deux de ses apprentis, Lucille Weber et Louis Arendt, ont remporté hier le concours de meilleur apprenti de Moselle qui s'est déroulé à Sarrebourg. Elle a conquis le jury dans l'art du service en salle et lui dans l'art de la cuisine. Tous deux font leur apprentissage à l'auberge Saint-Walfried à Sarreguemines. La deuxième édition du marché printanier des producteurs aura lieu le 5 mai et cette année ce sera à Woustviller. La communauté d'agglo Sarreguemines Confluence l'a dévoilé hier lors d'une conférence de presse dans l'école du Witz en présence des enfants et de leurs visiteuses atypiques, les chèvres de la biquerie du Kili. La mixité culturelle mise en lumière à l'école de la Blise à Sarreguemines. Habituellement, c'est surtout l'allemand qui est mis à l'honneur dans cet établissement biculturel. Le temps d'une matinée, les élèves et leurs familles étaient invités à faire découvrir leur pays d'origine à travers des chants, de la musique et des spécialités culinaires. Un voyage de l'Ukraine à l'Inde en passant par la Turquie et l'Égypte. Perspective a dévoilé sa programmation 2024. Le festival franco-allemand des arts de la Seine se déroulera du 16 au 25 mai à Sarrebruck et en Moselle-Est. C'est une programmation de transition pour le festival qui s'est construite après le départ de sa directrice emblématique Sylvie Amar et avant l'arrivée de sa nouvelle directrice. Bienvenue sur Mosaïque Cristal et dans cette émission, nos invités du jour, Christine Marchal, adjointe au maire de Sarreguemines en charge de la culture, et Diana Hoffmann, chargée de mission 100% EAC. Nous parlerons de ce fameux label 100% EAC et elles vont nous détailler les actions menées dans la ville. Mais on se tourne d'abord vers les JO et avant eux la flamme olympique. Elle a été allumée hier à Olympie. En France, elle va faire tout un périple ponctué d'innombrables animations. Dans un peu plus de 2 mois, elle sera dans le Pays de Bitche et ce n'est pas rien. La dernière fois que la flamme était en Moselle, c'était en 1948 pour les Jeux Olympiques de Londres. Le site Verrier de Meisenthal sera le premier point de passage en Moselle de la flamme. La communauté de communes du Pays de Bitche a dévoilé hier le programme de la journée du 27 juin. Elle s'annonce mémorable, comme vous allez le voir dans ce reportage d'Emilia Zell. La flamme olympique sera dans le Pays de Bitche le 27 juin et plus exactement au site Verrier de Meisenthal. La flamme parcourra 1,2 km à travers tout le site. Le passage dans le musée qui traduit 300 ans d'histoire, le passage dans les ateliers qui démontrent la vitalité, la capacité de continuer à créer au travers d'une histoire tout à fait exceptionnelle, et puis naturellement ensuite la capacité de passer dans la halle verrière qui traduit une histoire industrielle, qui traduit une programmation tout à fait exceptionnelle au travers du CADAM, et puis je crois que l'idée aujourd'hui c'est clairement de pouvoir marquer les esprits. Un important dispositif de sécurité sera mis en place, comme un blocage de la circulation à certaines heures ou un portique de sécurité à l'entrée du site. Le 27 juin, il n'y aura pas seulement le parcours de la flamme à suivre, mais aussi une programmation artistique. Calixte de Nigremont sera le maître de cérémonie. La compagnie Infine vous présentera un spectacle à la verticale. Le septuple champion du monde de football freestyle Gauthier Fayolle sera également de la partie. Et donc la particularité de Meisenthal par rapport à ces autres lieux, c'est qu'il y a vraiment une grande activité culturelle autour de ce passage de la flamme. Et voilà, c'est la force du site Verrier aussi, c'est d'avoir justement ces différents acteurs là qui sont tous assez performants dans leurs différentes disciplines, et donc on avait envie vraiment de le démontrer aussi une fois de plus dans le cadre de cet événement-là qui est le passage de la flamme olympique. Les organisateurs ont souhaité mettre l'accent sur la jeunesse avec la création d'un flash mob. Il rassemblera 1380 élèves des collèges et lycées du Pays de Bitche. « 500 élèves de primaire collaborent également à la création d'une chanson olympique. Ils auront tous droit à des t-shirts créés pour l'occasion. Des écrans géants seront aussi installés sur le site pour suivre cette journée et des épreuves en juillet. 200 à 250 bénévoles sont recherchés pour gérer les parkings, sécuriser le parcours de la flamme ou encore aider à la mise en place des barrières de sécurité. Pour vous porter volontaire, il vous suffit de remplir le formulaire en scannant le QR code à l'écran.
On reste dans le Pays de Bitche pour découvrir les dernières décisions de la CCPB prises lors du conseil communautaire lundi soir. Thibaut Desmerlet y a assisté pour nous les résumer dans sa chronique. Et lors de ce conseil communautaire, il s'agissait cette fois de voter enfin les budgets pour l'année 2024. Oui, et de nouveau, plein de chiffres ont été prononcés. C'était l'heure de voter les budgets primitifs pour cette année. Le détail de toutes les sections de chaque budget a été donné lors du conseil, mais je vais vous épargner ça et vous donner que la balance générale. Vous serez aidé par quelques petits tableaux qui vous donneront les montants exacts. Alors on commence tout de suite pour le budget général. Le total des dépenses et des recettes dans les sections de fonctionnement et d'investissement s'élèvent tous les deux à plus de 31,6 millions d'euros. Et l'exercice se finirait par un excédent, donc de manière positive, de plus de 3,5 millions d'euros. Du côté du CIAV, le total des dépenses et recettes des deux sections s'élève à plus de 3,2 millions d'euros et ce n'est que du fonctionnement. Si on passe maintenant au très haut débit, nous sommes à 7,9 millions d'euros avec un exercice qui se finira à plus de 330 000 euros en excédent. Et enfin, pour les ordures ménagères, le total des dépenses et recettes de la section investissement et de fonctionnement monte à 7,3 millions d'euros avec un exercice qui se finira en excédent à plus de 108 000 euros. Et nouveauté cette année, un nouveau budget se rajoute à cette liste, c'est celui de l'assainissement. Oui, alors pour rappel, la communauté de communes du Pays de Bitche a repris la compétence assainissement pour les communes qui étaient dans le syndicat des eaux et de l'assainissement de la Biquenalbe. Cela concerne Betteviller, Herschin, Rimelin et Petit-Réderchin. Une régie a donc été mise en place et un budget annexe a été créé. Pour le budget primitif 2024, le total des dépenses et des recettes dans les deux sections s'élève à plus de 7,1 millions. Petite note concernant le budget principal, pour le prochain passage de la flamme olympique, le 27 juin dans le Pays de Bitche, la Comcom investira 127 500 euros pour cet événement. Encore des chiffres, mais cette fois des pourcentages. Oui, on commence tout de suite avec la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui a été votée à 18%, le même que celui de l'année dernière. Il en va de même pour les taux d'imposition qui restent inchangés par rapport à 2023. La taxe foncière est de 1,35% sur les propriétés bâties, 9,43% pour les non bâtis, la cotisation financière foncière des entreprises à 20,35% et la taxe d'habitation, elle aussi reste inchangée à 8,89%. Pour ce qui est de la taxe GEMAPI, celle-ci, je le rappelle, est affectée aux actions qui concourent à la mise en œuvre de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Donc la GEMAPI, elle a été renouvelée à 310 000 euros. Et avec l'arrivée de la régie d'assainissement, un nouveau tarif entre en vigueur. Oui, le Conseil communautaire a institué une redevance d'assainissement collectif. Une partie sera variable, donc une partie du montant sera variable et une autre fixe, je m'explique. La partie variable du montant est déterminée en fonction bien, du volume d'eau prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source et que son utilisation produit un rejet d'une eau usée collectée par le service d'assainissement. Et la partie fixe de ce montant est calculée pour couvrir tout ou une partie des charges fixes du service. Les charges concernent les dépenses de fonctionnement, de personnel, d'entretien, les charges d'intérêt de la dette contractée pour l'établissement et notamment aussi l'entretien des installations. Et alors concrètement, en chiffres, ça donne quoi pour les contribuables ? Eh bien pour les contribuables, la part fixe est à 40 euros hors taxe par logement ou établissement et la part variable, qui est le prix au mètre cube consommé, est de 2 euros hors taxe. Dans la délibération, il est précisé que la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte sera collectée pour le compte de l'agence de l'eau et le montant est de 0,233 euros hors taxe par mètre cube consommé. Eh bien, merci Thibaut pour cette synthèse. On plonge dans le monde de la restauration. Les meilleurs apprentis de Moselle se sont affrontés hier à Sarrebourg en art culinaire et en art de la table. Ils étaient 18, issus de 3 écoles hôtelières. C'était la 6e édition du concours Charles Hermann, reportage de Bastien Bert. Depuis 10 heures, c'est le branle-bas de combat dans l'UFA Christelle Bruat de Sarrebourg. Au menu, les apprentis cuisiniers doivent réaliser un plat libre sur le thème du cendre. Donc je réalise un millefeuille de cendre avec une tartelette à l'asperge rôtie, un espuma à la tome de Moselle et des tagliatelles de légumes. Un filet de cendre rôti choucroute au gingembre et au beurre blanc. Cette partie plutôt une cuisson basique au four avec une base de risotto. Et je vais venir travailler des asperges blanches ainsi que des carottes et des champignons tourneux. Malgré un plat libre, le dessert reste imposé. Les apprentis doivent réaliser le Saint-Louis de M. Franck Fresson.
Et pendant ce temps, les moindres faits et gestes sont analysés par les chefs afin de pouvoir noter les candidats. Ils sont notés à 50% sur les techniques de cuisine, sur leur façon de travailler en cuisine, chose que nous on fait. Et après, il y a les autres 50%, c'est un jury dégustation qui les notera en salle. De l'autre côté, les apprentis de la catégorie mise en salle sont évalués sur plusieurs critères. Accord mets et vin, préparation de cocktails, mise en bouche du tartare à l'office ou bien encore dressage de la table. Mais bien qu'il y ait différentes catégories, tous ont le même objectif. Finir premier. Premier ou rien. D'être sur le podium au moins. Pour cette nouvelle édition, le concours est parrainé par Benoît Potvin, un chef étoilé qui reste surpris par cette nouvelle génération. On voit des choses intéressantes, on voit que même s'il y a des petits jeunes qui n'ont pas beaucoup de métier dans les mains, ça fait pas longtemps qu'ils sont dans le métier et ils sont presque même pas rentrés dans le métier encore, c'est malgré tout intéressant, il y a de belles choses. Cette année, ce sont Louis Arendt et Lucie Weber qui repartent avec le titre de meilleur apprenti de Moselle et une enveloppe de 500 €. Et c'est donc un doublé gagnant pour l'UFA Michel Roth de Sarreguemines et l'auberge Saint-Welfried où Lucille et Louis font leur apprentissage. Les choses sont un peu plus floues pour les élus. Quelles aides financières pour quel type de projet? Pour les maires ou membres des collectivités, ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver parmi toutes les subventions existantes. Le secteur de la transition écologique n'est pas épargné. La sous-préfète de l'arrondissement de Sarreguemines a présidé une réunion hier soir pour exposer les dispositifs existants. Reportage d'Emilia Zell et Marie-Morgane Pires. Environnement, écologie, photovoltaïque, ces termes étaient au cœur des discussions hier soir. La sous-préfète de l'arrondissement de Sarreguemines et des membres de la direction départementale des territoires DTT ont donné une réunion territoriale sur la transition écologique à Montbronn. Une cinquantaine d'élus et de membres de collectivités ont participé à la réunion en visio ou sur place. La sous-préfète et ses collaborateurs ont parlé des zones d'accélération des énergies renouvelables, ont présenté les subventions existantes pour réaliser les projets des élus et les moyens pour les obtenir. Nous distribuons des subventions de l'État, la DSIL, le Fonds vert qui concourent à la transition écologique. Nous allons faire une révision des aides possibles de ces deux subventions et d'autres. Et notamment, il y a des lignes qui ne sont pas utilisées. Donc nous allons armer nos élus pour aller chercher les crédits là où il y en a pour correspondre à leurs projets. La DDT veut développer le photovoltaïque au sol. Le but de la réunion est d'aider à accélérer le développement des énergies renouvelables. Sur une terre qui est exploitée, une terre agricole en exploitation, il faut vous dire, les projets agrivoltaïques, ils sont considérés comme nécessaires à l'activité agricole, donc ils peuvent être autorisés. Donc ça, c'est sur les terrains qui ont aujourd'hui une vocation agricole. Après la présentation, les participants ont fait un retour d'expérience sur ce qu'ils ont déjà mis en place et ont posé leurs questions. Et on aurait souhaité pouvoir rencontrer quelqu'un qui puisse nous dire, sur la commune de Siostal par exemple, voilà les emplacements les plus performants pour faire du photovoltaïque agricole ou non agricole. L'objectif, c'était justement d'identifier les territoires les plus propices, mais après, de façon très pragmatique, on a un certain nombre de communes qui ont identifié toutes les zones en se disant les porteurs de projets iront là où ils vont bien. Après, au niveau de l'État, côté DDT, on ne va pas pouvoir faire ça pour toutes les communes. Par contre, l'État a mis en place un réseau qui s'appelle les générateurs. Les producteurs au plus près des consommateurs. La communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence récidive. Le 5 mai, elle va proposer son deuxième marché printanier des producteurs. Après Blies-Choyen, c'est Woustviller qui a été choisi cette année. Les premiers à profiter de cet événement ont été les élèves de l'école du Witz. Après avoir cuisiné avec Mathieu Otto, ils ont accueilli les chèvres de la biquerie du Kili dans leur école. Le grand public pourra lui profiter du marché printanier le 5 mai. Le président de la Casque nous détaille ce qui sera proposé. Cette année, ce sera Woustviller, avec donc un marché qui va rassembler quelques 40 producteurs issus de la région, comme d'habitude, dans des domaines avant tout alimentaires, donc avec des expositions et ventes sur des produits alimentaires à manger ou à boire, suivant le cas, et puis une animation tout au long de la journée. Donc les visiteurs pourront se restaurer sur place. Il y aura des animations pour les enfants,
par exemple, des maquillages, des jeux, du rempotage de plants de tomates. Voilà, des activités qui leur sont adressées au cours de la journée, avec également une attraction que nous avons déjà vue et qui a beaucoup plu, c'est le maître chien, M. Klein, qui sera présent avec son chien qui encadre les oies, même quand elles passent entre les jambes des visiteurs. Donc c'est une attraction qui en général plaît beaucoup. On continue cette émission avec un bel exemple de diversité culturelle. C'était à l'école de la Blise à Sarreguemines. Habituellement, c'est surtout l'allemand qui est mis à l'honneur dans cet établissement biculturel. Hier matin, c'était un voyage à travers le monde entier qui était proposé aux élèves et à leurs familles. Marie-Morgane Pires a voyagé avec eux. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Alles, was du so erzählst, hört sich irgendwie nice an. De l'allemand, du tamoul, de l'ukrainien, ou encore de la musique égyptienne. Un beau mélange de sonorités qui résonnait aux abords de l'école de la Blise à Sarreguemines. Dans le cadre de la Semaine des langues, l'établissement a convié les parents d'élèves pour mettre à l'honneur leur pays d'origine le temps d'une matinée. Un moment de partage et de cohésion. Après les chants, place à la découverte d'une multitude de saveurs avec un buffet interculturel. De l'Allemagne à l'Arménie en passant par la Turquie, chaque famille a préparé les spécialités culinaires de son pays. On continue dans quelques instants dans le domaine culturel avec nos invités du jour, juste après les prévisions de Météo France pour demain. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain on prend les mêmes et on recommence. La matinée débutera sous les nuages et les averses, mais elles deviendront plus localisées en laissant place à des éclaircies dans l'après-midi. Côté température, les minimales iront de 2 à 3 degrés et les maximales de 6 à 10 degrés. Demain nous fêtons les parfaits et il fera jour de 6h33 à 20h28. Passez tous une très belle journée et à demain. Je suis très attentif à ma santé et je n'ai pas envie de mettre mes problèmes d'audition entre les mains de n'importe qui. Chez nous, chaque patient bénéficie d'un service personnalisé. Dans nos magasins dédiés à l'audition, notre équipe est formée pour vous accompagner dans votre parcours de soins et vous offrir un service de qualité répondant à vos attentes. Je m'appelle Thomas, j'ai 23 ans, j'habite à Sarreguemines, je suis animateur au périscolaire des Francas le midi. Je suis heureux de venir le matin, je suis heureux de faire de nouveaux projets. Vous aussi, devenez animatrice ou animateur chez les Francas. Avec 100% EAC, l'éducation artistique et culturelle, après une nouvelle dimension. Alors expliquez-nous un petit peu, c'est quoi ce label ? Alors, c'est une reconnaissance de l'État qui est décernée aux collectivités qui ont déposé un dossier et qui récompense une démarche, une politique en faveur de l'éducation artistique et culturelle. Alors, c'est un label qui est obtenu pour 5 ans. 100% EAC, ça se traduit comment à Sarreguemines ? Alors, avec beaucoup d'actions qui sont menées au sein à la fois des écoles, mais pas que, sur le domaine hors temps scolaire, ce qu'on appelle le hors temps scolaire. Et ce sont des projets qui impliquent les enfants dans une démarche de connaissance, mais aussi de pratique artistique avec des artistes sur le territoire. Et ces projets sont menés en lien avec la ville et sont présentés au public qui souhaite s'impliquer dans cette démarche et sont coordonnés par le service et par Diana Hoffman en particulier qui occupe 50% de son temps au sein de la mairie
en faveur de l'éducation artistique et culturelle. Et je suis sûre qu'il en faudrait plus. Diana Hoffmann, est-ce qu'on peut citer un peu quelques exemples de concrétisation dans le cadre de 100% EAC à Sarreguemines ? Nous avons mené des projets, je reviens sur un projet qui était très parlant l'année dernière, c'est un projet avec les Whippers Circus, donc mon premier concert rock en fait sur scène. Et on a des images en plus, les enfants qui se sont retrouvés sur scène avec eux. Ouais. C'était très émouvant et c'était très drôle parce que vraiment on voyait que les enfants avaient participé en écrivant les chansons, en faisant les premières parties de concert et la salle était pleine, la salle était en folie comme dans un vrai concert rock et c'était vraiment une belle rencontre avec ce groupe, entre les enfants et le groupe. Alors dans le lot de tout ce qui est organisé, il y a des événements ponctuels comme ça, il y a des choses qui sont sur du plus long terme, ce qu'on appelle les fameuses résidences d'artistes. Alors les gens ont parfois du mal à comprendre qu'est-ce que ça veut dire un artiste qui vient en résidence. Alors c'est vraiment ça, c'est dans la ligne politique culturelle de la collectivité de se dire que nous avons besoin des artistes sur notre territoire. Donc c'est simplement proposer à ces artistes soit d'être là pour créer quelque chose, eux-mêmes font une création propre et en même temps vont rencontrer le plus possible de public pour mener à la fois des actions ponctuelles mais un peu plus longues de création. Ça peut être effectivement avec les enfants, mais pas que. Il y a eu des résidences d'artistes qui ont été menées autour des langues. Il y en a, moi je pense qu'on va en parler plus précisément, qui sont axées plus sur la création picturale, sur l'illustration, sur l'écriture. Donc cette année, nous avons 3 grands projets autour de 3 artistes qui sont Inki, qui est donc une illustratrice designer. Nous avons également la présence de Nadège Coste, qui elle est en résidence de territoire, donc crée à la fois un nouveau spectacle et rencontre des publics différents pour des projets pareils d'écriture. Et puis il y aura un projet autour de Jennifer Goyer, un projet autour de la danse et des arts martiaux. Okay. Diana veut compléter, ouais. Parce que je pense que c'était ça, ce petit regard. Oui, en fait, le principe de la résidence, c'est vraiment d'être sur une durée, alors plus ou moins longue. Jennifer Goyer, la compagnie Corps In Situ, qui viendront donc en juin. Ils seront là, grosso modo, une dizaine de jours, de manière, les lundis soirs, les jeudis, pour travailler avec les enfants, différents types de publics. Et puis, il y aura un spectacle à la clé, donc c'est tout un processus. Nadège Coste est là bien plus longtemps, elle a déjà démarré en fin d'année dernière, elle sera là jusqu'à l'automne, et elle clôturera quelque part cette résidence avec la présentation de sa nouvelle création, qui est une pièce qui s'appelle Traverser la cendre, avec la comédienne Laetitia Pitts. Et donc vraiment, ça prend des formes multiples, mais l'intérêt, c'est toujours que l'artiste rencontre les habitants rencontrent l'artiste à la boulangerie, sur le marché, de manière plus ou moins organisée. Et l'un et l'autre, souvent, se nourrissent de ces rencontres, et c'est ça qui est vraiment, pour nous, important. Oui, parce que là, du coup, on parle plus aussi de grand public, alors qu'avant, on parlait beaucoup des scolaires. Avec le label 100% EAC, quel est le public que vous visez ? Alors, j'allais dire tous les publics. Moi, je le comprends, ce label 100% EAC, comme une démarche nécessaire dans la construction des enfants et plus tard des citoyens, tout simplement, citoyens du monde. C'est nourrir le parcours éducatif qui doit être pas uniquement axé sur la connaissance, mais aussi, comme Diana le disait très bien, ces rencontres avec ces artistes, pratiquer les arts, avoir des connaissances et avoir surtout des moments d'émotion qui vont certainement transformer son moi. Et donc c'est quelque chose, je pense, de primordial. Et on l'oublie quelquefois parce que dans notre monde axé sur des choses plus pragmatiques, on oublie que cette part artistique, cette partie créative fait partie de la construction de chacun. Et oui, j'aime bien de pouvoir se dire je n'aime pas, en fait, d'autoriser un enfant, puis un ado, puis peu importe, un adulte à dire je n'aime pas,
où je ne suis pas d'accord, où ça passe aussi par ces rencontres, ces expériences-là. C'est vraiment développer l'esprit critique. C'est ça, vraiment développer un esprit critique et puis ouvrir le regard sur des esthétiques différentes. Il n'y a pas que la musique, il n'y a pas que la peinture, il y a plein d'autres choses et d'autres formes. Et c'est aussi un objectif de faire découvrir des esthétiques nouvelles. Oui, puis justement, d'après les exemples que vous citez, donc toutes les disciplines artistiques sont concernées. Tout à fait, on va avoir des artistes différents, des projets différents, et puis on s'interroge déjà pour l'année prochaine des projets qui peut-être aussi font parler le territoire. Quelles sont les spécificités de notre territoire? Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant, etc. Donc oui, il y a une vraie réflexion approfondie. Et le 100% EAC veut dire le plus d'enfants possible, mais pas que. Et nous avons 5 ans pour répondre. Alors il y a un cahier des charges avec des objectifs très précis pour répondre à cette envie de toucher le plus de monde possible. Alors en sachant aussi que tout ça, et la plupart des exemples que vous avez cités d'ailleurs, c'est pas quelque chose qui a commencé une fois que vous avez obtenu le label 100% EAC. Il y avait déjà énormément de choses qui étaient faites avant, y compris les résidences d'artistes d'ailleurs. Est-ce que du coup le fait d'avoir obtenu le label 100% EAC, est-ce que c'est assorti d'un gros chèque? Est-ce qu'il y a des financements qui vont avec pour répondre au cahier des charges? Alors très concrètement, il y a une subvention de l'ANRAC, tout à fait, qui est essentiellement axée sur les résidences d'artistes. Et puis la ville a aussi une ligne budgétaire dédiée à l'éducation artistique et culturelle. Est-ce que c'est un gros chèque? C'est raisonnable, on va dire. On pourrait avoir encore plus, mais c'est déjà bien. Donc a priori c'est déjà pas mal. Ouais. Alors on a évoqué différents projets. Il y en a certains qui sont, et notamment certaines résidences qui sont sur du plus ou moins court terme, d'autres un peu plus longues. Il y a un projet qui s'inscrit vraiment dans de la durée, c'est le projet Demos. Là, les enfants, ils en sont où avec leurs instruments? Parce que nous, on les avait filmés quand ils ont reçu les instruments. C'est un moment magique, c'est vrai. Et depuis? Alors, ils sont très impliqués. Alors là, on va passer dans la deuxième phase du projet qui est aussi à remobiliser d'autres enfants. Donc là, nous avons 7 enfants qui pratiquent du violon, de l'alto et du violoncelle. Et ils ont commencé déjà par l'apprentissage du ressenti rythmique, ce genre de choses. Ils vont tous les mois sur Metz, à la Cité musicale. Ils travaillent avec tous les enfants de l'orchestre qui va être l'orchestre de Metz, de Moselle-Est, voilà, et qui rassemble une centaine d'enfants. Il y aura un concert déjà à l'Arsenal le 8 juin. Et donc, ils sont très, très motivés. Et ça fait vraiment très plaisir à voir. Et puis ça, c'est sur du long terme, parce qu'on est bien d'accord qu'un instrument, ça ne s'apprend pas en un an. Exactement, il faut être un peu patient. Donc il y a encore 2 ans autour de ce projet et il y a encore la possibilité de s'inscrire. On aimerait bien qu'il y ait encore 8 enfants qui puissent adhérer à ce projet. Et donc c'est possible de découvrir l'un de ces 3 instruments à cordes. Exactement, exactement. Et je rappelle que les instruments sont mis à disposition gratuitement et que si ces enfants continuent en école de musique, l'instrument leur est donné, tout simplement. Ok, eh bien, le message est passé. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir participé à cette émission. J'ai quand même encore une dernière question, Christine Marchal, concernant cette fois plus la saison culturelle de Sarreguemines. Est-ce que la ville continue à être partenaire du festival Perspective? Bien sûr, c'est un partenaire de longue date et nous accueillons pour la saison à venir, là, le 24 mai, non pour cette saison, un spectacle qui s'appelle Elles vivent, qui est un spectacle de théâtre et très drôle. Et si ça se peut, comme c'était le cas l'année dernière, d'autres spectacles pourront se rajouter. Ils ne seront pas inscrits dans la saison, mais il est tout à fait possible que d'autres dates qui font partie de la programmation en perspective se rajoutent. Il peut encore y avoir des surprises de dernière minute. Et si je vous posais la question, c'est évidemment parce qu'on va en parler. On en sait plus maintenant sur la programmation, toujours plus éclectique et accessible. Le festival Perspective brûlera les planches mosellanes et sarroises du 16 au 25 mai prochain. À un mois de l'ouverture, l'équipe du festival et ses nombreux partenaires allemands et français ont présenté la programmation à la presse. Alors, entre ses propositions artistiques variées et son caractère franco-allemand, Perspective est devenu un événement culturel majeur dans toute la grande région. Et cette édition risque de ne pas décevoir les spectateurs. En voici un aperçu dans ce reportage d'Émilie Capodici. Le
Le festival Perspective revient. Depuis 46 ans, le festival franco-allemand des arts de la Seine a su réunir des artistes de tous les horizons et le public de la grande région des deux côtés de la frontière. Ce jeudi, l'équipe du festival a tenu à présenter à la presse la programmation de cette édition 2024 en présence de Christine Streicher-Clivaux, ministre de l'Éducation et de la Culture du Land de Sarre, Doris Pack, présidente de la Fondation pour la coopération culturelle franco-allemande et le vice-président du département de la Moselle, Rémi Dick. Une édition 2024 un peu particulière car elle s'est faite sans directrice artistique après l'annonce du départ de Sylvie Amar qui occupait ce poste depuis 2007. C'est Célia Galini qui était assistante de Sylvie Amar qui a repris le flambeau à la programmation pour cette édition de transition avant de le passer officiellement dès l'année prochaine à Kira Kirsch, ex-directrice du Théâtre Brut de Vienne. Après le départ de Sylvie Amar, on s'est vite dit qu'il fallait commencer à travailler sur l'édition 2024 pour la programmation. C'est quelque chose qui se fait beaucoup en amont et donc on a eu la chance en fait de pouvoir profiter de tout le travail qui a été effectué les années auparavant. Un festival, ça se prépare vraiment 2 à 3 ans à l'avance. Il y a des compagnies qu'on avait déjà contactées, qu'on essayait d'avoir depuis longtemps. Donc pour la programmation, c'était assez simple de pouvoir se baser sur le travail qui avait déjà été fait et de remonter une édition pour avoir un beau programme en 2024. Au programme du 16 au 25 mai, une programmation musicale et cinématographique ainsi que 12 spectacles joués des deux côtés de la frontière à Sarrebruck, Forbach et Sarreguemines. Alors pour l'édition 2024, un peu comme pour les autres éditions, en fait on n'essaye pas à Perspective forcément d'avoir un fil rouge ou d'avoir un thème principal. Ça dépend vraiment des coups de cœur, ça dépend du travail des artistes. Alors des fois il y a des années où il y a un fil rouge qui s'est dessiné, mais c'était un peu indépendant de notre volonté. Donc je pense que si on doit choisir un fil rouge, c'est un peu le mélange des genres, le mélange film-théâtre, cirque-théâtre, danse-théâtre. J'ai un spectacle coup de cœur, c'est le spectacle Sawdust Symphony qu'on va jouer sous le grand chapiteau, donc sur la place centrale dans le centre-ville de Sarrebruck. Et c'est un spectacle donc, de cirque, mais aussi de jonglage, de magie nouvelle. C'est un spectacle avec plein de surprises, avec 3 personnes sur scène et la scène qui devient quasiment vivante. C'est un spectacle sans parole qui est vraiment ouvert à tous et à toutes, parfait pour les familles et pour les groupes scolaires. Le festival débutera le 16 mai à 19h à Sarrebruck avec le spectacle de cirque acrobatique Radio Manioc en français et créole surtitré allemand. Prochain spectacle, ça s'appelle Radio Manioc et ça commence maintenant. Avant cela, plusieurs rendez-vous culturels ont lieu dans les prochains jours. L'association généalogique et la bibliothèque de Hambar organisent leur premier salon du livre. Il a lieu dimanche au foyer socio-éducatif de Roth. Cette première édition est parrainée par Denis Ergotte, diplômé de l'école des Beaux-Arts, auteur émérite et biographe, aux côtés de Madeleine Zimmermann-Munch, historienne et marraine de l'édition. Tous les genres littéraires seront représentés et vous pourrez rencontrer de nombreux auteurs de la région. Règlement de compte à Putelange samedi soir, c'est du théâtre proposé par le Foyer des Lacs. La compagnie Les Oiseaux de Passage revisite les contes de votre enfance et vous dit enfin tout sur le petit chaperon rouge. Le loup s'en est bien sorti et maintenant il va devoir répondre à des questions devant un juge d'instruction. La chorale Cassiopée prend la clé des champs dimanche après-midi à Zétain. C'est le concert annuel de cette chorale d'enfants et d'adolescents du Val-de-Sarre qui existe depuis plus de 20 ans. Cette année, ils ont invité la chorale Entre-deux de Großbiederstroff. Au Domino's Bar de Lemberg, c'est de la pop que vous pourrez écouter. Ce sera samedi soir, de la pop poétique avec le groupe strasbourgeois Beaujour, dont la chanteuse est originaire de Petit-Réderchin, et puis de la pop épique avec le groupe Loba qui vient lui aussi de Strasbourg. Ils sont d'ici, on ne les présente plus, les membres du groupe Eltonologie seront sur la scène de l'Hôtel de Ville de Sarreguemines vendredi soir. Avec eux, One Night of Elton John, c'est bien plus qu'un concert, c'est un show et ils réussissent la prouesse de rendre hommage au répertoire d'Elton John sans dénaturer ses chansons. Samedi soir, il faudra se cloner pour pouvoir aussi assister au concert de Sidi Huecho. Ils sont originaires de Roubaix, de Valparaiso, du Chili et de Panama City, mais ils revendiquent haut et fort qu'ils sont partout chez eux. Ambiance festive garantie à la Halverrière de Meisenthal. 14 jours pour aller mieux, c'est le titre du film que le Foyer des Lacs vous propose de voir sur grand écran vendredi soir à l'espace culturel de Putelange-au-Lac. C'est une comédie de Lionel Dutemple et Édouard Pluvieux, un plongeon en mode zénitude. Et puis chaque semaine, il y a un coup de cœur au Cinéma Forum à Sarreguemines et cette fois, c'est très différent.
Le coup de cœur de la semaine, ce n'est pas un film, c'est un événement, tous en salle, pour un week-end festif au cinéma. Alors, à cette occasion, nous sommes heureux de vous inviter à 2 animations pour découvrir votre cinéma autrement. Alors, pour commencer, le samedi 20 avril, de 13h30 à 17h30, on vous propose de venir avec votre console de jeux vidéo pour jouer à vos jeux favoris sur grand écran dans une de nos salles de cinéma par session de 30 minutes. Alors si vous n'avez pas de console, pas de panique, on en a une à votre disposition. Et du coup, si vous trouvez que votre image votre écran à la maison est trop petit, il ne faut pas louper cette occasion. Pour la deuxième animation, ça se passe le dimanche, 21 avril, à partir de 16h30. Vous pouvez venir découvrir, visiter les coulisses, les cabines de projection de votre cinéma, afin d'en comprendre le mécanisme et de découvrir d'où viennent les images qui défilent sous vos yeux. Et là, nous serons ils seront très heureux de répondre à toutes vos questions sur notre passion. Alors si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire par mail à cinemaforum@wanadoo.fr. Alors par contre, attention, ne tardez pas car les places sont limitées.